ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Aujourd'hui, j'ai un invité de grand prestige, on va dire, parce que j'accueille Michael Ferrari, qui est un investisseur depuis 2010, qui a fait énormément d'investissements sur différents types de produits, notamment sur les 3 piliers, qu'il appelle donc l'immobilier, la bourse et le business en ligne. Et du coup, c'est un gros formateur et il est assez connu notamment sur YouTube. Donc, aujourd'hui, avec Michael, on a réfléchi quel était le sujet qu'on allait pouvoir aborder ensemble et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir son analyse en tant que personne qui a une vision assez large des investissements et sur pas mal d'années, de nous donner à nous investisseurs des conseils sur quelle serait la bonne approche pour commencer à investir en 2023. Comment est-ce que il conseillerait quelqu'un qui a envie de se lancer en investissement, prendre ses finances en main? Quelle serait la stratégie 2023 la plus pertinente par rapport au contexte économique qu'on connaît aujourd'hui? Donc c'est parti, bonjour Michael. Bonjour. Alors je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir sur le podcast. L'idée, dans un premier temps, c'est que j'aimerais quand même que les auditeurs apprennent à te connaître parce que c'est pas forcément sûr qu'ils te connaissent. Déjà dans un premier temps, de nous expliquer un petit peu ton parcours. Ok. Ok. Et dans un second temps, on va aborder un petit peu les conseils d'investissement en 2023. Ok. Écoute, c'est parti. Alors moi j'aime bien commencer loin pour info, donc un truc un peu chronologique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même qui sait pas forcément d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, si tu veux, moi, à la base, je suis originaire du sud-est de la France. J'ai grandi à côté de Marseille. Et je viens d'un milieu ouvrier assez simple, en fait. Et puis, à la fin de mes études, je suis parti bosser à Paris parce que j'ai vu que c'est là qu'il y avait quand même des opportunités. Et bon, je passe les détails de réorientation et tous les petits jobs d'été, tout ce que j'ai pu faire, des dizaines de trucs que j'ai tenté pour essayer de m'en sortir. Parce que, par exemple, j'ai dû me payer mes études supérieures, parce que mes parents ne pouvaient pas me payer mes études. Mais du coup, tu as fait des études de quoi? J'ai fait des études, j'ai fait un diplôme qui s'appelle un diplôme de management et technologie de l'information, donc dans un IAE. Ok. Ouais, ouais, ma mère m'a toujours dit, si tu veux t'en sortir, faut faire des études. Donc, je l'ai écouté religieusement, mais ça n'a pas été simple. Et en fait, donc je suis parti bosser à Paris parce que j'ai vu que il y avait très peu d'opportunités dans la région où j'étais, en sud-est. Et puis les jobs qu'il y avait n'étaient pas intéressants en fait. Ils n'étaient pas intéressants et puis tu étais très vite capé. Enfin, tu vois, c'était des voies de garage en fait. C'était des postes que les gens prenaient quand ils voulaient pas bouger de la région en fait. Alors aujourd'hui, c'est sûrement différent. Et donc Paris, c'était vraiment cool, Paris au début. Surtout quand on est jeune, sans enfant et tout, Paris est vraiment cool. Enfin, en tout cas à l'époque. Et parce que je te parle de ça, c'est 2005, 2005-2006. Et donc voilà. Donc j'ai fait ça et je me suis très vite rendu compte que le monde du salariat était pas du tout adapté pour moi. Que en fait, il y a beaucoup de gens qui consacraient la majorité de leur temps à faire de la politique dans les boîtes, à travailler sur les sujets sans savoir pourquoi ils le faisaient. Enfin, je trouvais ça complètement, je trouve tout ça très futile en fait. Et donc j'ai cherché comment m'en sortir. Et c'est là qu'a démarré ma quête autour de l'investissement, parce qu'à la base, moi, je ne savais rien faire de tout ça. Et donc, je me suis demandé, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, si le salariat, ça ne me va pas, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, j'ai fait un pas de côté en devenant freelance. Donc, j'ai été freelance pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans. Mais sur ton secteur de diplôme. Ouais, c'est mon secteur. Non, pas de diplôme. En fait, j'adore. Enfin, moi, je suis constamment en train d'apprendre des nouvelles choses. Et donc, en fait, dès la sortie de mon diplôme, j'ai commencé à apprendre des techniques particulières qui étaient dans le management, qui étaient un peu nouvelles, qui n'étaient pas enseignées dans les écoles, parce que les écoles ont toujours des années de retard. Et donc, c'est comme aujourd'hui, hein, si tu vas apprendre l'IA, c'est pas à l'école que tu vas apprendre l'IA, quoi. Donc, j'ai appris ça.
Et donc, tout de suite, ça m'a permis, tu vois, d'accéder déjà à des postes, des missions qui étaient intéressantes. Et il y avait du coup une grosse demande pour du freelance parce qu'il n'y avait aucune boîte, il n'y avait pas, les cabinets de conseil n'étaient pas structurés, ils n'avaient pas d'offres, ils n'avaient pas de consultants, ils n'avaient rien parce que c'était nouveau, quoi. Et donc, nous, en tant que freelance, on était un petit groupe. C'était une période assez sympathique parce que du coup, on avait des contrats qui étaient très bien payés sur des longues durées. On rentrait dans des grands groupes où, soi-disant, il fallait être référencé, mais il y a toujours des exceptions quand tu veux vraiment les compétences. Voilà, le référencement, c'est pour la masse, quoi, hein. C'est pour quand tu veux un développeur XY, comme il y en a 50 000, bah oui, tu fais en place des référencements. Mais si tu veux un développeur sur une techno particulière et que tu en as besoin, il n'y a pas de référencement. Donc, j'ai eu la chance de tomber là-dessus. Et donc, ça, c'était cool pendant une bonne période. Et puis en parallèle de ça, bah, très rapidement, tu vois, c'est toujours le même constat, hein. Je me dis, OK, donc je gagne beaucoup mieux ma vie en tant que freelance. J'ai plus de contrôle sur mes missions, ce que je peux faire et tout ça. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai des projets qui sont intéressants. Mais si je ne vais pas chez le client, je ne suis pas payé. Donc, pour être présent physiquement, il faut montrer sa tête. Sinon, tu n'es pas payé. Donc, j'ai cherché à faire autre chose qui puisse décorréler le temps que je passe et l'argent que je gagne. Donc, et puis, bon, très rapidement, je suis tombé sur évidemment l'immobilier pour ça. Alors, comment t'as fait tes recherches, du coup? Parce que t'étais en 2005. En fait, je suis tombé, quand j'étais sur toutes ces réflexions-là, du coup, je lisais des tonnes de livres. Et en fait, ma copine de l'époque, qui est toujours ma compagne, a eu une amie, elle a eu une amie à la fac. Et son copain, lui, était déjà très en avant en fait, il vivait de ses revenus Internet, déjà à l'époque. Donc, à l'époque, ouais, je sais pas, il devait tourner à 15 000 par mois avec du Google, AdSense, etc. Et donc, du coup, on a commencé à discuter. Et en fait, on a vachement sympathisé parce que on avait plein de points communs. Et donc, du coup, lui, il a commencé à m'orienter vers des bouquins ou vers des personnes, etc., en me disant, regarde ça, ça t'intéresse, ça va peut-être t'aider, ça va peut-être t'orienter. Et en fait, très rapidement, je suis tombé sur tous les bouquins, les bouquins classiques qui parlent d'argent, comme, je sais pas, L'homme le plus riche de Babylone, ou ce genre de bouquins, là, qui sont plus très diffusés, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et du coup, l'immobilier revient souvent, en fait, dans ces bouquins-là, de manière directe ou indirecte. Alors, souvent, c'est des bouquins un peu qui sont limite ésotériques, ça parle d'argent de manière générale. Mais quand il y en a qui appliquent ça ou qui expliquent le parcours de certains entrepreneurs ou certains investisseurs, l'immobilier joue souvent un rôle important. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à m'intéresser à l'immobilier. Alors, ça a été un long travail, en fait, parce que je ne connaissais rien à l'immobilier. À l'époque, il y avait très peu de sources d'information. Et donc, j'ai dû poser 20 000 questions à 20 000 personnes et avancer malgré tout, me faire violence parce que sinon, en fait, je me rendais compte que c'était un milieu à part entière. Il y avait des gens qui bossaient dans l'immobilier, il y a déjà 25 000 métiers différents, il y avait des familles qui vivaient de l'immobilier, il y avait des réseaux, je sais pas, de foncières privées, il y avait tout ça existait déjà. Mais c'est juste que soit tu étais de la famille, soit tu travaillais dans le secteur, mais sinon, tu n'avais aucune info, quoi. Et donc, j'ai comme ça commencé à grappiller des infos, à comprendre ce qui était faisable à mon niveau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, donc en fait, ouais, il n'y avait pas du tout YouTube et tout ça. Enfin, c'était au stade du bouche à oreille, de savoir un peu comment faut faire et plus les livres, quoi. C'était ça tes Ouais. infos au départ, quoi. Ben oui, oui, les livres et puis les personnes, hein, les gens. Donc, Ok. ça avait encore plus d'importance. Et du coup, tu peux nous parler de ton premier invest alors? Enfin, le Ouais, tout ouais. premier? Premier invest que j'ai fait, bon, comme tout était 100% nouveau, que j'habitais à Paris, je ne me voyais pas investir à Paris parce qu'à l'époque, les prix étaient déjà très élevés. Alors, ça peut faire sourire maintenant, mais c'est assez rare, ce que je dis souvent, hein, c'est assez rare que on soit dans une période où les gens disent ah, l'immobilier est pas cher, c'est génial, c'est facile à acheter. C'est assez rare, hein. En général, l'immobilier est toujours cher, toujours trop cher. Et c'était déjà le cas. Et donc je me dis ok, bon, Paris pas intéressant. Et à l'époque, je fais connaissance, je ne sais plus comment d'ailleurs. Je crois par le blog, parce que j'avais commencé à bloguer sur cette thématique-là, et je pense qu'on s'est connus comme ça. À l'époque, il y avait, je ne sais pas ce qu'elle devient, là, une personne qui s'appelle Élise Franck qui faisait de l'immobilier clé en main, tu sais. Et donc, elle faisait ça beaucoup à Paris.
Mais elle avait mis en place un truc comme, avec un gars à Lyon. Il faisait la même chose à Lyon, un chasseur. Ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a 50 000 réseaux comme ça. Donc, c'est un chasseur qui duplique sa méthode de recherche de biens, travaux, etc., etc. Et donc, je vais le voir. Et puis, on connecte bien. Donc, du coup, je me dis, OK, ça peut être pas mal de faire un projet avec lui à Lyon. Au moins, je vais pouvoir être aidé par une personne voilà, qui est sur place et qui maîtrise le truc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je le fais. Ça se fait assez facilement. Donc, t'achètes quoi? Un appart? Un petit immeuble? Non, 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 j'achète un appart. Donc, c'était un marchand de biens qui revendait un immeuble qu'il avait découpé. Et en fait, je visite, c'est le premier bien que j'ai visité. Et c'est le seul, ouais, je l'ai visité, je l'ai acheté. Et en fait, c'était un plateau. Donc, c'était un plateau nu, tu vois, il fallait créer l'appartement. Mais bien placé, bien placé. Il y a le métro devant l'immeuble. Tu es à 3 stations de l'hypercentre. Enfin, donc, très bien placé, au calme, en arrière-cour. Enfin, voilà, il avait pas mal d'atouts. Et donc, c'était en mode meublé, long terme, tu vois, autofinancement, enfin, rien de fou, hein. Ouais, ouais. Mais au moins, je me dis, emplacement top. Donc, ça le fait. Je cherchais pas, à l'époque, je cherchais pas à vivre de l'immobilier, quoi. À l'époque, je cherchais Ouais, juste c'était à, juste de commencer, quoi. ouais, déjà de commencer, d'apprendre. Donc, je me dis, Ouais. faut apprendre. Et pour apprendre, il faut faire un premier investissement. Et on va essayer de ne pas faire un premier investissement qui soit bidon. Donc, on va faire un truc correct. Et donc, on l'a fait comme ça. Donc, je l'ai acheté vide. On a fait les travaux de rénovation. Suivi par le gars, du coup, sur place? Ouais, suivi par le gars avec les artisans qu'il a sélectionnés, etc., etc. Et puis voilà, après, hyper classique, hein, mise en location. Puis j'en ai pas entendu parler pendant quelques années. Je crois que je l'ai revu l'appartement genre 7 ans, 8 ans plus tard. Mais entre-temps, j'ai tout géré à distance. Qu'au final, alors, souvent, quand je parle de j'ai parlé de cet investissement à d'autres moments. Et donc, il y a beaucoup de gens qui croient que je suis lyonnais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont omnubilés par le fait d'investir dans la ville où ils habitent. Donc, dès que je dis que j'ai un appart à Lyon, ah bon, t'es lyonnais. Non, Rien à voir. je ne suis pas originaire de toutes les villes où j'ai investi. C'est assez rigolo. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. Donc tu vois, premier projet qu'on a mis en place comme ça et qui marchait très bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu t'es dit, attends, je recommence? Ou comment t'as évolué pour devenir en mode investisseur rentable avec cash flow? Ah, oh, ben, écoute, en fait, si tu veux, j'étais tiraillé entre plusieurs aspects. Parce que donc on a mis ça en place avec l'immobilier. Bon, ça a été le peu dont je me suis occupé, ça a été une galère pas possible, hein, parce que le financement, bah, forcément, tu vois, je vais voir ma conseillère. À l'époque, c'était conseillère grand public. Je connaissais rien à l'immobilier. Et j'ai dû mettre 9 mois, je crois, pour avoir mon financement Ah ouais. Pour ce premier appart, quoi, pour seulement. ce premier appart. Ouais, 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 parce que bah, moi, j'y connaissais rien. Tu vois, je tombe sur une conseillère qui connaît rien. Elle fait traîner le dossier. Ça met des semaines, des semaines. Moi, je savais pas comment suivre le dossier. Je savais pas ce qu'elle attendait, en fait. Et je pense qu'elle-même ne savait pas vraiment. Et donc, ça a mis beaucoup de temps. Mais j'ai fini par l'avoir. En plus, voilà, 110%, etc. Enfin, Et à l'époque, c'était les taux, bien. ils étaient à combien sur ton premier invest? T'as un ordre d'idée? Je crois que c'était du 4,5 ou 5%, je crois, à l'époque. Ouais, ça fait du bien de l'entendre aussi, je trouve. Ouais, oui, oui, non, mais oui, après, on pourra en parler de ça après. Ouais, Mais bon, ouais, voilà. ouais. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. Donc, ouais, donc ça a été une vraie galère, tu vois, tout ça. Et en fait, par exemple, tu vois, l'anecdote dont je me souviens, c'est que j'avais dû signer le truc en mars ou je sais pas quoi, le compromis. Donc, j'ai démarré la recherche de financement tout de suite, etc. Et en septembre, je me souviens que on faisait un road trip aux États-Unis. On était parti le Grand Canyon, etc., pendant un mois. Et en fait, je me suis retrouvé en septembre, j'étais en train de relancer, tu vois, la banque au téléphone, pour le dossier, parce qu'on devait signer, on était déjà en retard, etc. Et ça m'avait marqué en me disant, soit j'arrive à m'en occuper correctement, je trouve les bonnes personnes et on déroule, mais ça, je ne vais pas refaire comme ça parce que ça m'amuse pas du tout, quoi. Ok, ouais, tu t'es dit, c'était bien une fois, j'ai appris, mais je recommence plus comme ça, quoi. Voilà, j'ai Ok. appris, j'ai appris, hein, on apprend toujours et j'ai beaucoup appris. Et donc, en fait, donc, j'étais tiraillé, si tu veux, parce que j'avais donc mon activité de freelance, qui était quand même prenante, hein, c'est chronophage, hein, c'est des missions, certaines sont assez intenses, qui me permettaient de très bien gagner ma vie. Et donc, si tu veux, j'avais une espèce d'équilibre avec cette activité-là, le projet immobilier que j'ai mis, tu vois, qui s'est au final, entre le début, je l'ai trouvé très vite, mais le financement a été tellement long, après il y a eu les travaux, après,
a pris un an, le projet, plus d'un an. Et donc après, je me suis dit, OK, bon, je vais peut-être me concentrer sur autre chose parce que c'est un an pour acheter un appart, en fait. Ouais, à ce rythme-là, t'es riche dans 10 Ouais, ans, c'est quoi. ça. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Et après, donc, j'ai cherché à acheter un immeuble. Je cherchais à acheter un immeuble. Et donc, la question qui s'est posée, c'est où? Et donc, j'ai regardé à différents endroits, et dont notamment l'endroit d'où je venais à Marseille. Et là, tu t'étais dit, je repasse par un chasseur ou tu t'es dit, cette fois, je fais moi-même? Non, je fais moi-même. Non, Ok. cette fois, je fais moi-même. Donc, j'ai visité moi-même, tu vois, j'appelle les agents, donc les centaines de coups de fil, la moitié qui sert à rien, et sélectionner les biens, poser les questions. Donc, tu vois, je rentre dans le vif du sujet de la recherche. Et je me souviens avoir été visiter des immeubles à Marseille où j'étais tombé que sur des trucs qu'on te montre à la télé. Tu vois, je tombe sur un immeuble près de la gare qui était un espèce d'hôtel pour migrants. Il manquait des volets. Tu vois, le propriétaire, il dit qu'il vend, mais qu'il veut bien continuer à gérer. Il y avait une douche à étage pour 4 apparts. Enfin, l'immeuble déglinguait, quoi. Mais il voulait quand même rester et continuer à gérer son truc parce qu'en gros, il reçoit du fric. Les associations distribuent du fric pour loger des gens. Lui, il fait son beurre comme ça. Et en fait, tout le monde est content, j'ai l'impression. Et bon, moi, je ne voulais pas investir dans un truc comme ça. Si c'est pas ça que j'ai envie de faire dans l'immobilier. Et donc, je tombe sur ce truc-là et en fait, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Comment je me suis retrouvé à faire ce genre de visite avec ce genre de personnes? Enfin, donc, tu vois, j'ai cherché à tirer des leçons de ça parce que j'avais rien trouvé d'autre. Ou alors, ce que je trouvais était extrêmement cher, hein, comme toujours dans l'immobilier. On trouve toujours que c'est trop cher. Et donc, si tu veux, c'était donc, comme j'étais à Paris, je descendais à Marseille pour aller voir, etc., etc. C'était en concurrence avec ce que je faisais par ailleurs sur mes projets de conseil. Je développais mon blog en même temps. Donc, tu vois, il y avait toute cette activité-là où je bloguais. Donc, je me levais tôt le matin, je bloguais, je préparais des trucs pendant 1 heure. Après, le soir, en rentrant, je passais encore 1 heure ou deux dessus. Enfin, tu vois, il y avait. Ton blog, c'était essentiellement des articles sur l'investissement en général et c'était une façon de te former en même temps et de faire une sorte de journaling. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je partageais beaucoup de ce que je lisais, de ce que j'apprenais. Pas tant sur l'investissement, il y a eu des thèmes. Au départ, j'ai eu des thématiques plus dev perso. Après, j'ai beaucoup de thématiques autour de la gestion du temps, parce que c'était un gros défi pour moi. Et puis après, effectivement, plus investissement, etc. Et donc, j'avais tout ça qui était en concurrence. Et si tu veux, je me suis dit, OK, bon, là, peut-être que pour faire le prochain pas, il faut que j'ai un chasseur ou que j'ai une personne qui me trouve le bien, déjà. Après, moi, je ferai l'analyse, je ferai les travaux s'il y a, enfin, je ferai la suite. Mais il me faut peut-être une aide sur la première étape. Et en fait, j'ai trouvé un chasseur qui m'a proposé un immeuble que je cherchais en priorité. Il m'a proposé un immeuble, et ça, c'était en 2013 ou 2014. Peut-être qu'on a commencé à travailler dessus en 2013, mais j'ai signé en 2014 cet immeuble, premier immeuble. Et là, il y avait 7 appartements. Donc, un immeuble en périphérie d'une ville moyenne, hein, dans une petite ville. Donc c'était pas à Marseille finalement. Non, c'était pas Marseille. Non, non, Marseille, moi, j'étais pas bloqué sur Marseille, en fait. Ok. J'ai juste regardé que je connaissais le coin et je me suis dit que c'était pas mal. Mais connaissant justement Marseille, c'est pas la ville où je préférerais investir. Ok. Quand tu es sur place, ouais, tu peux gérer avec les gens et tout, mais à distance. Et c'est quoi, tu peux le dire ou pas, la petite ville vers où tu as investi du coup pour cet immeuble? Ouais, c'est dans la région d'Angers. Ok. Ah oui, ouais, rien à voir, ouais. Rien à voir. Rien Ok. à voir. Donc, moi, je peux facilement changer d'endroit pour investir, c'est pas un souci. Et en fait, c'est un concours de circonstances, puisque du coup, je découvre cette région que je connaissais pas. Et en fait, à l'époque, je fais l'investissement dans cet immeuble. Donc, c'est un immeuble avec 7 lots. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un immeuble sur lequel il y avait des petits travaux à faire, on va dire, d'optimisation des cuisines et salles de bain, un peu classiques. Mais en fait, le reste était déjà très bien. Donc, je me suis dit, je ferai ces petites améliorations au fil des départs des locataires. C'était déjà loué. À l'époque, je ne sais plus, mais j'ai dû acheter ça avec une renta de 10%, un truc comme ça, enfin, qui n'était pas trop mal pour un immeuble. Et puis voilà, donc là, le financement se passe beaucoup mieux, parce que j'avais du recul sur ma activité de freelance, donc j'avais accès à des conseillers un peu plus compétents. La banque était plus prête à me suivre, donc c'était plus simple. Ok. Donc là, ça, je le finance sur. Lui, au départ, je crois que j'ai dû le financer sur 25 ans. Ah, Euh, génial. ouais, c'était bien. Parce qu'après, on a fini par déménager dans la région.
On est allé s'installer dans la région parce qu'en fait, on s'est dit la région est bien. Et j'avais repéré que c'était une région qui était clairement sous-cotée pour moi. Je trouvais que tout ce coin-là était sous-coté, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des villes avec une super qualité de vie, il y avait des bonnes infrastructures, tu n'étais pas loin de Paris. En termes de sécurité, il n'y avait pas trop de problèmes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Mais c'est une ville qui, voilà, toute cette zone-là était sous-cotée. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, le meilleur moyen, c'est de toute façon d'aller voir sur place et de créer les contacts, de faire son réseau sur place. Et donc, c'est ce que j'ai fait en allant m'installer là-bas. Et du coup, en étant sur place, ben là, j'ai pu acheter plus et plus vite. Ok, et du coup, t'as continué à travailler en tant que freelance là ou mais à distance, Non, tu faisais des allers-retours? Comment tu gérais d'avoir des... non, 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 non. Quand je suis parti de Paris, j'ai arrêté mon activité de freelance et je vivais de l'activité blog, formation qui avait pris le relais, quoi. Ok, ok, déjà. Ah oui, oui, donc t'avais pas énormément encore d'invest quand t'as quitté ton travail en fait. C'était plus le Non, bah blog. non, non, non. Alors j'avais refait un truc à Lyon entre-temps. J'avais racheté 2 apparts à Lyon. Donc il y avait les deux, l'immeuble avec 7 et donc j'avais 10 apparts. Hmm. Ouais, j'avais 10 apparts, ouais. Ok, ok. Et du coup, alors, je vais essayer de faire un accéléré pour qu'on puisse avoir du temps pour l'autre partie de l'épisode. Donc, en gros, t'en étais là, t'es à Angers, t'as le blog, t'es 10 appartes. Au fur et à mesure des années, j'imagine le blog a grossi, ça s'est de mieux en mieux passé, la chaîne YouTube, etc. T'as développé tout ça. Et à côté de ça, t'as continué les investissements Ouais, en parallèle. Et donc là, aujourd'hui, t'en es à combien de lots? Juste pour me rendre compte. j'ai un peu plus de 40 lots, 42, 43 lots. Ouais. Et là, après, tu t'es spécialisé sur les immeubles ou tu fais aussi des appartes? À un Non, moment donné, t'as dessiné une stratégie, entre guillemets, après que t'as gardé tout au long? non, stratégie, pas vraiment, mais j'ai diversifié surtout. Donc, enfin, le truc de base, c'est plutôt les immeubles. Donc, aujourd'hui, j'ai 5 immeubles. Mais j'ai quand même acheté une maison neuve, des locaux commerciaux. Enfin, tu vois, j'ai diversifié un petit peu. J'ai racheté un appart, mais les apparts, enfin, les apparts en copro, je veux dire, j'en ai 3. Euh, j'en ai que 3, je crois. J'en veux pas plus. Enfin, ça, c'est vraiment le dernier truc que je vais acheter. C'est les premiers trucs que je vais revendre, probablement. Mais non, majoritairement des immeubles. Ouais. Les immeubles de rapport, pour moi, c'est l'idéal. Et en termes d'exploitation, t'es sur de la courte durée, de la longue durée? T'as une façon d'exploiter, des colocs, qui est devenue un peu ta marque de fabrique ou? Alors, un peu tout ça. En fait, j'ai majoritairement de la location nue. Ok, ah oui, carrément. Donc en SI à l'IS, t'as Ouais, acheté du coup. ouais, Ok. ouais. Majoritairement de la location nue. J'ai 5 ou 6 apparts en courte durée. J'en ai quelques-uns qui sont en meublé aussi, pareil. En meublé, enfin meublé coloc. J'ai 2 colocs encore qui tournent, mais j'en avais 3, j'en ai enlevé une. Les colocs, il y en a trop. C'est là où je suis saturé. Donc j'en ai plus que 2. Donc j'ai un peu de tout en fait, si tu veux. Ok. J'ai beaucoup de nus, un peu de meublé, 2 colocs qui me restent, de la courte durée et des locaux commerciaux. Et du coup, parce que moi, ça m'intéresse, hein, moi, je pose des questions qui m'intéressent moi-même. Je sais pas si ça intéresse l'audience, là, du coup, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les premiers appart, premiers immeubles, t'as acheté en nom propre, et après, t'as basculé en SCI à l'IS, ou est-ce que t'as rapidement fait de la SCI à l'IS et t'as pas beaucoup de noms propres? Alors j'ai acheté, le premier appart était en nom propre, ouais. Donc meublé, LMNP, voilà, classique. Le premier immeuble, je l'avais acheté en nom propre. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait pas le faire. Donc je l'ai basculé dans une SCI LIS. J'ai fait un rachat, Ah ouais, carrément! un OBO, ça s'appelle, hein, donc rachat à moi-même, avec un refinancement par la banque. Ouais, je l'ai mis en SCI LIS. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. Parce que c'était en nu, ou parce que tu voulais pas être LMNP en même temps c'était vraiment la cata? Ben, c'était de la location nue. Comme c'était plutôt dans une petite ville, Ah je ouais. me suis dit, le meublé, je le sens pas trop. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de meubler cet appart. Et puis, ils étaient déjà occupés. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que c'était Ouais, t'étais pas bloqué. adapté. Ouais, c'était pas adapté. Donc, je l'ai basculé en SCIS. Après, j'ai racheté encore les 2 apparts à Lyon. Là, je les ai rachetés en nom propre, meublé, LMNP classique. Et après, j'ai fait une coloc en nom propre, pareil, meublé. Et après, la maison neuve, elle était en coloc meublé. Maintenant, elle est en cours durée. Donc, tu as quand même un petit peu de patrimoine en nom propre en LMNP Ouais. et le gros en SCI à l'IS. Et du coup, toi, tu arrives à gérer tes revenus pour que tu restes en LMNP et tu bascules pas en LMP. Non, bah non, là, moi, je suis à l'MP maintenant, puisque étant non résident, mes Ah revenus oui, ah immobiliers bah oui. dépassent largement maintenant. Voilà.
Ok, Mais c'est pas grave, hein, c'est pas. ok. Non, parce que nous, pour info, nous, on a tout en nom propre et on est basculé en LMP parce qu'on Ouais. vit du coup des immeubles. Oui, ben oui, c'est ça. Ouais. Ok, Oui, non, après, c'est un peu inévitable. Donc, et donc, tout le reste est en SCI, hein. ok, ok. Et donc, super intéressant. Donc ça, c'était ouais, là, c'était le mode d'exploitation, ouais, comment t'avais acheté. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, ce que je me dis, c'est, on peut commencer à attaquer le gros du sujet dont j'avais envie de parler dans cet épisode, qui était de voir, parce que toi, t'as quand même une vision sur pas mal d'années de l'investissement. Comment toi, tu penses que 2023, c'est différent par rapport aux années précédentes? Est-ce que tu vois déjà des différences? Et toi, comment tu conseillerais des gens qui se lancent en 2023? Quelle serait la bonne approche Ouais. par rapport aux années précédentes? Et alors, on peut parler Euh, d'investissement général, hein, si tu peux dire aussi, peut-être qu'il faut pas faire d'IMO et plutôt de la bourse, j'en sais rien, tu vois, libre à toi, mais je parle investissement général. ouais. Je suis là, je suis en 2023, j'ai envie de m'attaquer à l'investissement. Comment je fais les choses au vu de la situation actuelle? C'est une bonne question. Alors, 2023, ouais, les choses sont bien différentes, c'est clair. Si tu veux, je me méfie. Ce que je vais dire, il faut prendre des pincettes, puisque je suis pas assez vieux pour avoir vécu finalement d'autres périodes que la période complètement délirante de taux d'impression monétaire complètement folle qui a eu lieu depuis 2008. Et en fait, donc, il faut avoir conscience de ça parce que tous ceux qui ont moins de 40 ans ou à peu près 40 ans, on n'a pas vécu autre chose dans notre vie d'adulte que cette période de délire monétaire, en fait. Donc moi, je l'avais compris en 2008, je l'avais compris en écoutant à l'époque des gars comme Kiyosaki ou Peter Schiff ou d'autres. Et j'avais compris que l'argent, du coup, c'était il imprimait, donc ça valait plus rien, donc autant l'emprunter. C'était les gens endettés qui allaient s'en sortir, parce que le prix des actifs allait monter. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on rentre dans une autre période que je ne sais pas encore complètement définir, donc c'est d'où l'enjeu. Et en fait, en réalité, personne ne sait ce qui va se passer, puisque on est dans une configuration qui est complètement inédite. Avec, alors là, je parle en termes macro, hein. Ouais, vas-y, on est là pour ça. Donc d'un côté, tu as donc les économies occidentales qui sont hyper endettées, Europe, US essentiellement, hein, qui sont hyper endettées. Ils ont remonté les taux récemment, là, assez fortement là, sur la dernière année. Donc le coût, le service de leur dette va augmenter. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc en gros, ils vont avoir de moins en moins d'argent disponible. Et donc donc ils sont tiraillés entre le fait d'arrêter d'imprimer de l'argent gratuit et le fait de remonter les taux. Ils sont tiraillés entre ces deux extrêmes-là. Donc en gros, soit c'est une fuite en avant comme avant et on continue tant qu'il y a de la musique, soit on essaie de réguler un peu les choses, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, pour réduire l'inflation, pour voilà, essayer de réguler un peu le système. Attends, Mais, j'ai des questions. Vas-y, pardon. mais ça coûte, ça déstabilise déjà beaucoup de sociétés, ça déstabilise l'économie parce qu'en fait les taux sont remontés vite et on n'a jamais vu ça. Donc voilà, donc si tu veux, 2023 est un contexte très particulier. Mais ça, c'est en termes macro. En termes micro, pour quelqu'un qui veut investir, j'allais dire, ça ne change pas grand-chose. Du moment que tu arrives à lever de la dette, à acheter de l'IMO rentable, la dette est un peu plus chère, mais les règles du jeu sont toujours les mêmes et les principes sont toujours les mêmes en vrai. Sauf que c'est plus dur d'avoir du financement aujourd'hui, hein. Il y a à peu près 40% de volume en moins de dossiers financés en 2023. Donc c'est un peu moins fluide aujourd'hui, mais les principes de base de l'investissement, trouver un bon emplacement, un bien que tu améliores, ça marchera toujours, ça. C'est comme, tu sais, des fois, quand on pense moi, je me suis beaucoup documenté sur l'économie au début, tu vois, à lire des ouvrages de gars qui ont vécu la récession de 29 ou des trucs comme ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont documenté quasiment jour par jour ce qui se passait, ce qui était dit dans la presse. C'est hyper intéressant. Et, euh, et tu te rends compte que même à l'époque, il y avait quand même des boîtes qui tournaient, il y a quand même des gens qui gagnaient de l'argent, même si c'était la dépression. Voilà, il y a quand même des gens qui investissent, il y a quand même des gens qui avancent, quoi. Donc, il ne faut pas tout mélanger, tu vois. On a tendance à être. Moi, en fait, ça me fascine, ces histoires économiques, mais il y a des gens que ça déprime, parce que pour eux, c'est des mauvaises nouvelles. Et donc, ça veut dire que quand ils sont déprimés, on se replie sur soi-même et on ne fait plus rien, et puis on se met sur le côté, puis on attend que la grande faucheuse vienne nous chercher. Mais ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas ça le but. Au niveau micro, voilà, évidemment, en 2023, bah, tu fais ça de manière un peu plus prudente. Tu ne vas pas aller sur des stratégies agressives, tu ne vas pas aller sur des stratégies
Par exemple, sur la réglementation, là, sur la courte durée, on a vu que ça s'est un petit peu durci, que ça évolue. Donc, on le fait avec prudence, mais les fondamentaux restent les mêmes. Hein. Tu t'endettes, tu lèves, alors peut-être pas à 110% aujourd'hui, mais tu lèves 100% de dette ou même 90%. De toute façon, ça change, C'est ça change déjà très rien. bien. Bah Ouais. oui, ça change rien. Ouais. Faut pas voir tous les détails. Faut pas, enfin, quand tu investis, il ne faut pas regarder les détails pour le principe de ton choix d'investissement. Après, les détails, c'est dans l'optimisation et ça compte, mais c'est après. Tu optimises ton bien au détail. Mais la vision large de l'investissement immobilier, en tout cas, ne change pas. Sur les marchés financiers, c'est autre chose. On n'a pas trop parlé bourse, Attends, juste mais avant, j'avais envie de revenir, avant d'attaquer la partie bourse, j'ai envie déjà, dans un premier temps, de revenir un petit peu sur la partie macro, après on va revenir un petit peu sur l'investissement immobilier en 2023, et puis après on va attaquer la bourse. Donc je reprends juste 2, 3 questions que j'avais, que j'ai pas réussi à placer, mais... ok. Du coup déjà, j'ai envie de voir avec toi, quand tu parles de... Enfin, je sais pas, les gens, ils écoutent tous les informations, etc., par rapport à la macroéconomie, mais juste pour essayer d'expliquer simplement pourquoi les États, ils ont imprimé autant de billets, en fait. Voilà. Non, mais juste Ouais. rapidement, enfin, j'ai pas forcément une réponse hyper compliquée, mais tu vois, il y a eu Ouais. une phase où les taux se sont mis à baisser énormément et juste de comprendre, mais pourquoi ils ont fait ça, tu vois, pour notamment les Alors, pays bah, occidentaux, comme tu disais. c'est essentiellement les États-Unis qui ont fait ça. Ils ont fait ça parce ils avaient le privilège impérial du dollar. Donc, en gros, comme tout le monde, toutes les transactions dans le monde. Quand on y repense, c'est dingue. Hein. Vous avez des mecs en Chine qui s'échangent du pétrole, c'est libellé en dollars. C'était libellé, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'était libellé en dollars. Il disait que les États-Unis pouvaient imprimer autant d'argent qu'ils voulaient. Ils avaient ce privilège de par la grande utilisation du dollar de partout, qui était la devise, la réserve mondiale, en fait, hein, la devise de. Ah, ok, je comprends. En gros, c'est comme si eux, ils pouvaient se créer de l'argent pour eux-mêmes et acheter des choses à l'extérieur. Parce que comme c'était eux les maîtres de la production de leur dollar, bah en fait, du coup, les autres n'avaient pas le contrôle sur la valeur du dollar, en fait. Ben oui, Indirectement. ben Enfin, oui. Ben c'est... toutes les transactions étaient libérées dans une devise qui était contrôlée par un tiers, en fait. Ok. Donc, ils ont réussi ce coup de maître, c'est suite à la Seconde Guerre mondiale, hein, il faut remonter jusque-là, hein, c'est là qu'ils ont réussi ce coup de maître. Donc L'Europe, eux, ça les a beaucoup enrichis, du coup. C'était à leur ils avantage. se sont extrêmement enrichis, bien sûr. Et nous, les Occidentaux, alors pourquoi en Europe, on en a fait pareil? Ben, on a fait pareil parce que on s'est parce qu'en fait, ils suivent, la BCE suit la politique de la Fed. Ok. En fait, il la suit en décalé, mais elle applique les mêmes principes. Ben, parce que en fait, ce que je pense, c'est que les économies occidentales, donc c'est des économies qui sont en déclin depuis. En fait, et si tu veux, je me suis rendu compte de ça il y a une dizaine d'années, de me dire, depuis que je suis né et que j'ai grandi en France, je n'ai jamais vu le pays en train de se développer. Ouais, c'est pas bête. Les choses s'améliorent en France, hein, évidemment, tu vois, il y a eu du progrès technique, il y a eu plein de trucs. Mais en réalité, quand tu regardes les chiffres, le pays, il est en déclin depuis 40 ans. En fait. Et l'Europe est en déclin parce qu'il n'y a pas de croissance, en fait. Hein, on gère, on est stable. Enfin, stable dans le sens, on est stable, mais les autres progressent. Hein, donc, du coup, on décline. On a eu, tu sais, dans l'évolution de l'économie, on a eu, en fait, on est moins productif parce qu'on a perdu beaucoup de centres de production. Tu vois, en France, il y a quasiment plus d'industrie, on est beaucoup dans le service. Donc, on a perdu beaucoup de pans de l'économie, en fait, qui sont partis ailleurs. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Parce que quand il y a de la croissance, je sais pas, quand il faut produire je sais pas, des médicaments ou des panneaux solaires, c'est pas en France que ça se fait, tu vois. Ok. Euh, donc, ça se développe ailleurs. Ok, ok. Donc, le seul moyen de continuer à vivre au-dessus de nos moyens, de nous continuer à dépenser, à distribuer de l'argent gratuit à tout le monde, sans qu'il y ait des rentrées qui soient cohérentes en face, c'est de s'endetter. Et donc, le meilleur moyen d'endetter le peuple sans leur demander leur avis, c'est d'imprimer des devises. Tu dilues Ok, la en fait, valeur. c'est pour maintenir le niveau de vie de la population. Alors, Oui, je refais un nouveau un résumé. On a voulu maintenir le niveau de vie de la population alors qu'on ne produit pas beaucoup, pas plus. Et donc, en fait, c'est en imprimant des billets qu'on leur donne l'impression qu'on reste à être riche pareil, alors qu'en réalité, c'est pas le cas, quoi. ouais. En réalité, on s'endette surtout. Ok. Donc, il suffit de regarder Ouais, le ouais, niveau non, de mais la dette voilà, d'année en année. Donc, ce qui a un peu, on va dire, précipité ça, c'est 2008 avec tu sais, la crise subprime,
où du coup les États ont sauvé les banques, mais l'argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Ok, donc on a bien compris toute la phase là. Et là, pourquoi maintenant, en 2023, d'un seul coup, ils se disent, faut qu'on arrête de produire les billets et du coup, on monte les taux. J'aimerais bien comprendre en même temps avec les auditeurs, avoir ton avis. Moi, je te donne mon avis. Je suis pas, tu vois, je suis pas économiste. Hein, je suis plus un amateur passionné qu'autre chose. Déjà, il semble que on continue d'imprimer aux États-Unis du dollar. C'est plus fait par les mêmes outils techniques, voilà. Donc les taux ont monté parce qu'il fallait réduire l'inflation. L'inflation est là. Alors, a priori, l'inflation c'est avant tout un phénomène monétaire, donc c'est la conséquence de l'inflation. Mais ce qu'on nous explique officiellement, c'est que ça vient de la guerre, ça vient du prix de l'énergie. Et donc, il y a sûrement les deux facteurs, je ne sais pas. Et donc, si tu veux, le problème, c'est que peu importe d'où ça vient, les gens voient bien qu'ils dépensent 20, 30, 40% de plus chaque mois, alors qu'ils ne consomment pas plus. Et donc, il y a un gros risque de stabilité en fait, dans le pays, quoi, simplement pour que les gens continuent à vivre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'agir pour essayer de ralentir l'inflation, donc en augmentant les taux. Donc, parce que le fait d'augmenter les taux ralentit l'impression de billets, Alors, ou c'est pas pas? directement lié, mais en fait, le fait de. Bon, c'est encore autre chose, mais le fait de ralentir, d'augmenter les taux ralentit l'économie. Ok. Si tu veux, à tel point que tu as des responsables aux États-Unis qui ont dit que le fait que les chiffres du chômage étaient bons, c'était une mauvaise nouvelle. Il faudrait que le chômage augmente, que les gens consomment moins. Mais c'est une vision un peu particulière des choses, hein, parce que Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi quand on augmente les taux, ça fait baisser l'inflation. parce que en fait, ils considèrent que ça dépend d'où tu considères que vient l'inflation. Alors officiellement, je ne sais pas ce qu'ils en pensent réellement, mais officiellement, l'inflation, ça vient de la consommation d'après eux. Donc pour ralentir l'inflation, il faut que les gens consomment moins. Si Ok, s'il y a moins de personnes qui se battent au portillon pour acheter des pâtes et des voitures, ben, le prix de ces objets-là va baisser. ok. Et donc c'est ce qu'ils essaient de faire en montant les taux. En fait, ils veulent baisser la demande pour baisser l'offre, quoi. Ouais. Ils veulent baisser la demande, que derrière, enfin, ils veulent baisser l'offre. Ils veulent que du coup, ça coûte plus cher d'acheter ça, d'acheter de l'immobilier, d'acheter tout ce que tu veux, que les taux sont plus élevés, et que donc ça ralentisse l'inflation. Ok, ah ouais, mais c'est vachement alambiqué, quoi, parce que, enfin, je sais pas, c'est pas évident de se dire les taux montent, donc le prix des battes va baisser, quoi. Enfin, tu vois, je trouve que le lien, il est pas, Ah ben il est indirect, il est hein, hyper indirect, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des cheminements entre les deux, il quoi. est, il est hyper indirect, hein, parce que ça va pas. Les effets, c'est sur des mois, sur des trimestres. Ok, Là, on commence à voir l'inflation qui effectivement diminue. ok. Mais ce n'est pas forcément pour autant qu'on va retrouver tous les prix pré-inflation, hein, parce que une fois que les différents acteurs économiques ont compris qu'ils pouvaient facturer le prix du paquet de pâtes à 2,50 au lieu de 1,80, ça ne va pas revenir à 1,80. Hein. Et eux, du coup, ils doivent trouver un équilibre parce que, comme tu disais, on perfusait finalement les Occidentaux avec, grâce à la dette, en leur faisant croire que leur niveau de vie pouvait continuer. Bah du coup là ils disent quand même à la population bah du coup votre niveau de vie va pas pouvoir continuer à ce rythme-là, il faut que vous appreniez à moins consommer. C'est un peu ça qui se joue ou c'est mal exprimé? Oui, non, c'est un peu ça qui se joue. Hein. On a eu d'ailleurs des messages un peu dans ce sens-là, où on nous a parlé de fin de l'abondance et de fin de. Oui oui oui. C'est pas anodin. Hein. C'est en gros pour dire aux gens, vous avez vécu une période un peu dorée où en Ouais. fait on pouvait dépenser sans compter, bah, bon, ça peut-être pas être exactement la même période qui va arriver. Super, bah ça nous a moi ça m'a éclairci un peu, ça m'a donné des pistes en tout cas de réflexion de pourquoi les choses se passent comme ça. Et du coup, maintenant moi en 2023, je vais investir en immobilier avec les taux qu'il y a aujourd'hui. Tu as parlé d'attaquer sur des stratégies qui seraient pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, la location courte durée, tu aurais dit, ça c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour 2023. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, dans le sens où peut-être que dans des cas c'est Ouais, quand même non. pertinent, mais Oui, oui, bien sûr, ça reste une stratégie hyper pertinente. Mais non, ce que je dis simplement, c'est être plus prudent, c'est-à-dire ne pas monter un projet dans l'unique but que la rentabilité provienne de la courte durée. C'est bien que le projet soit aussi rentable s'il n'est pas en courte durée. ok, oui, oui. Il le sera moins, mais qu'il le soit quand même. Tu vois, donc d'être un peu plus prudent par rapport à ça. La courte durée, c'est aussi dépendant de la santé économique. Donc, il y a quand même un lien indirect, mais il y a quand même un lien. C'est quand même dépendant
comme on est plus sur un aspect commercial des choses, c'est quand même dépendant aussi de l'offre et de la demande. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas, hein? Il y a des villes où il y a des pressions sur les prix parce qu'il y a trop d'offres. Et puis, il y a en 2023, il y a aussi une question de cycle. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont démarré, comme, tu vois, comme nous, quoi. Il y a 5, 6, 10 ans. Il y en a beaucoup, beaucoup quand même de gens qui se sont mis à investir dans l'immobilier. Donc, il y a des effets qui peuvent arriver de saturation à certains endroits sur certaines approches. Et par rapport aux localisations, du coup, celui qui veut se lancer aussi, est-ce que tu considères qu'il faut changer aussi d'endroit où on investit? Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des grosses villes françaises qui ont atteint des prix qui sont assez conséquents et du coup, on lâche l'affaire sur ce genre de ville ou pas? Les grosses villes françaises, de toute façon, n'ont jamais été des villes très rentables pour investir. Il y a toujours ce lien, tu sais, entre si tu as un bel emplacement, c'est moins rentable, quoi. Il y a quand même ce lien qui existe. Donc, c'est en général, et c'est des généralités, il y a toujours des exceptions dans l'immobilier, mais en général, on trouve peu ou pas de renta dans les grandes villes, d'autant plus que maintenant, la courte durée est très encadrée dans la plupart de ces grandes villes aussi. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait acheter un appart, le mettre en courte durée et on était quand même rentable, même si c'était à Paris ou à Bordeaux ou je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, il y a plein d'endroits. Il y a Paris, c'est très compliqué. Il y a des villes où c'est pas jouable. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc généralement, c'est quand même plus facile de trouver des biens rentables dans des villes intermédiaires, d'autant que toutes ces villes intermédiaires ont retrouvé ont regagné les habitants, et etc., suite au Covid et tout. Ils ont quand même récupéré de la demande locative, en fait. Hein. Donc, ouais, moi, je pense qu'il faut toujours plus aller vers des villes de taille moyenne ou en périphérie de ce que j'appelle des axes. Parce que, par exemple, tu vois, même si tu n'es pas dans une grande ville, je ne sais pas, de 100 000 habitants, si tu es dans la ville qui a 10 minutes ou 20 minutes de là, mais que c'est la ville où dans le coin, il y a le supermarché, il y a le lycée, il y a peut-être même une gare, et qu'en fait, cette ville, ça devient un pôle pour toutes les villes à côté. Alors, on parle de villes, alors c'est souvent des villages, hein, on parle souvent de 2 à 10 000 habitants, quoi. Mais si cette ville en question-là, il y a la nationale qui passe dans la ville, le supermarché, le lycée, etc. En fait, cette ville, elle est assez safe en termes d'investissement parce que c'est là que se concentrent des services, c'est le pôle de passage. Ça sera beaucoup mieux là qu'à 5 minutes dans la campagne autour, quoi. Donc, ok, donc c'est pas mal d'avoir parlé de tout ça. Et du coup, maintenant, j'aurais bien voulu encore sur les conseils de l'investissement IMO. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au taux et au prix auquel on achète l'immobilier? Parce que moi, mon impression, en tout cas avec les gens qu'on accompagne, c'est que les prix de l'IMO ne baissent pas encore assez par rapport au taux qui augmente. Ouais. Je sais pas si toi, tu as cette impression ou pas. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est lié à la discussion qu'on a eue un peu avant, au final. C'est une analyse que j'avais postée sur ma chaîne YouTube il y a 8 mois, parce que je faisais le pari que, en fait, vu la situation économique et la particularité de cette situation, pour moi, l'immobilier va être en fait un secteur refuge. En fait, dans la vidéo, je disais que la pierre, c'était le nouvel or, quoi. C'est un clin d'œil, évidemment. Il vaut toujours mieux avoir de l'or. Mais ça devenait une valeur en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent, il y a 2000 milliards d'épargne en France. Donc, les gens ont beaucoup d'épargne. Les Français épargnent beaucoup. Et quand on ne sait plus quoi faire, quand on est perdu, quand on ne sait pas si notre banque va faire faillite, parce qu'il y a quand même des faillites comme Crédit Suisse qui sont quand même énormes. On attend la faillite de Deutsche Bank depuis des années. Ça va finir par arriver. Donc, quand voilà, il y a tous ces doutes-là, il y a une partie des gens qui vont se dire, je préfère prendre mon argent, le mettre dans l'immobilier. Donc, ça soutient le marché. Donc toi, ton idée, c'est les prix ne baisseraient potentiellement pas parce que il y a quand même encore des investisseurs qui ont beaucoup de cash. En fait, il y a plein de phénomènes qui soutiennent les prix. Le phénomène qui les compresse, c'est la hausse des taux. Ouais. C'est le principal. Et historiquement, il y a un lien direct. C'est-à-dire, plus les taux montent, plus les prix baissent. Ça, c'est historiquement, c'est avéré. Mais il y a tellement de facteurs qui soutiennent les prix aujourd'hui. Donc, l'épargne qui est redirigée. On a aussi en France un marché qui est hyper stable parce que les taux sont fixes. Donc, en fait, Jean-Paul, qui a acheté son immeuble il y a 5 ans à 1,20 ou 1,60, je ne sais pas, son immeuble, il est à 1,60. Il s'en fout que les taux soient à 4% aujourd'hui. Ouais.
Alors que dans d'autres pays, il y a les refinancements au bout de quelques années qui font que tes taux variables et du coup, Ah ben, quand tu es à taux variable, ton prêt, il est révisé tous les 3 mois, tous les 6 mois ou ouais, tous ouais, les ouais. ans. Il est réajusté avec le Ribor. Et donc, bah, tu vas prendre un 0,5, 1% ou 1,5% de plus sur ton prêt. Et là, ça te fait réfléchir. Donc, le marché français est très stable. Et ce qui fait que alors, c'est une force parce que c'est rassurant en tant qu'investisseur. Quand t'as déjà de l'argent, ouais, quand t'as déjà de l'IMO, Ben oui, c'est à ton avantage. mais par contre, c'est vrai que c'est pas simple de se. Et comme la hausse des taux a été rapide, ben, je pense qu'il y a aussi dans la psychologie des vendeurs, tout le monde n'est pas ajusté. Ouais. Donc, je pense que les prix vont quand même se tasser, hein. Toujours pareil, hein, selon les emplacements, les types de biens, mais qu'il y ait une baisse de 10-20% de manière générale sur la durée, sur l'année 2023-2024, ouais, ça ne serait pas déconnant, ça ne serait pas étonnant, tu vois. Ah, ce serait cohérent en vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, le marché est hyper stable, donc ça va se faire, je pense, doucement. Et est-ce que, parce que donc ça c'est une question que je peux avoir des auditeurs, est-ce que du coup, vaut mieux que j'attende encore un peu avant de faire mon investissement immobilier que les prix baissent? Est-ce que j'attends 6 mois avant de me lancer ou pas? Non, enfin, dans l'immobilier, c'est jamais une bonne. Il n'y a jamais une situation où c'est bien d'attendre. Si tu fais une affaire au moment où tu signes, toujours pareil, il ne faut pas se dire j'achète, et je serai rentable si telle et telle conditions sont réunies et qu'il fait beau, etc. Non, si tu achètes et que tu es rentable au moment où tu achètes, il faut le faire, c'est tout. Parce que l'avenir, voilà, on peut en discuter, on peut y réfléchir, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On n'en a aucune idée. Et moi, je le raconte dans mon livre. En 2005, la raison pour laquelle je n'ai pas acheté quand j'étais par exemple, à Paris, j'aurais pu acheter mon appart à Paris, tu vois, à l'époque. Et avec le recul, ça aurait été une bonne décision. Mais c'est parce qu'à l'époque, tu avais, pareil, on a eu le même phénomène, alors je digresse un peu, mais on a eu le même phénomène sur le Covid, avec des gens qui prédisaient ce que ça allait devenir avec des modèles. Ben, c'est pareil, à l'époque, tu as des gens qui analysaient les chiffres et qui disaient, bon, vu l'immobilier où c'est, alors ben, ils font des traits, là, tu sais que quand tu te prends pour un trader, tu prends des courbes et tu fais des traits dans tous les sens. Alors la courbe, elle devrait aller par là. Ben, elle n'est pas du tout allée par là, en fait, la courbe, elle a continué à monter. Et ce qui fait que moi et puis plein d'autres personnes n'ont pas acheté d'immobilier à cette période-là. Parce que, en fait, ce n'est pas juste une question de prix, ce n'est pas juste une question de rapport entre les revenus des gens et les prix. Aussi, je ne trouve pas ça normal, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il y a cette question des taux, il y a cette question d'impression monétaire, il y a des phénomènes annexes qui ont un effet, en fait, capitaux sur l'évolution du marché, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, non, attendre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si le bien est rentable en l'état, il faut bien acheter comme toujours. Ça, c'est la base. Et négocier plus fort? Tu considères qu'on a un pouvoir de négociation un peu plus fort? Mais bien sûr, il y a moins d'acheteurs. Oui. Il y a moins d'acheteurs. Donc, Parce que nous, ce qu'on rencontre aussi beaucoup, c'est tu sais, c'est des vendeurs qui ont déjà eu 2 compromis qui sont tombés à l'eau parce qu'ils n'ont pas obtenu de financement. Du coup, ils sont à bout de patience. Et là, c'est là qu'il faut. En fait, l'augmentation de la baisse de moins 20%, au lieu de l'attendre qu'elle soit de façon macro, faut la négocier nous au niveau micro, quoi. ouais, ouais. Ben, je connais un investisseur à Paris qui il achète avec des négos de 10-20% en ce moment parce qu'il achète cash. Ouais, et ça rassure du coup les vendeurs qui se disent au moins j'ai pas besoin Ouais. d'attendre une obtention de prêt, quoi. Donc en fait, Voilà. en résumé, est-ce que on peut dire que les gens quand même qui ont de l'argent de côté aujourd'hui, ils ont quand même un avantage? Parce que si tu dis j'ai 20% d'apport au vendeur, bah du coup il se dit ah oui quand même, il a quand même plus de chances d'obtenir son financement que le gars là qui a pas d'argent de côté ou. Oui, bien sûr. Ben, mais ça a toujours été le cas, Ouais hein. ouais, ok. Oui, oui, le cash, ça reste. Et du coup, l'autre question que je voulais rapidement encore en venir, c'est par rapport à la diversité de types d'investissement. Est-ce que la personne qui se dit, oui, mais du coup, l'immobilier, comme ça baisse, je préfère faire de la bourse, est-ce que du coup, tu considères que ça devient intéressant de commencer par la bourse et d'attendre pour l'IMO, ou est-ce qu'on attaque quand même par l'IMO rapidement tu vois, par rapport à cette question de. Ah, alors ça dépend quel est l'objectif. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, imagine, c'est quelqu'un qui aimerait bien lever un peu le pied au travail d'ici 3 4 ans, qui en a un peu marre de son boulot, qui aimerait se réorienter d'ici quelques années pour pouvoir lever le pied, peut-être lancer un business en ligne et qui veut juste se sécuriser financièrement avant d'avoir ce projet-là. OK. Ben, en 3-4 ans en bourse, tu ne pourras rien faire. C'est-à-dire que 3-4 ans, c'est trop court en bourse. Sauf si tu as 200 000 euros de salaire et que tu épargnes 70% chaque année que tu mets en bourse. Là, on peut commencer à parler. Mais en fait, c'est pas, évidemment, c'est 0x% des gens qui sont dans ce cas-là. Donc, après, investir en bourse pour le long terme, oui, c'est bien. Je pense qu'il y a un effet boule de neige.
et j'allais dire, c'est tellement sur le long terme que en fait, la situation présente n'a aucune importance puisque ça va varier et c'est OK, c'est normal. Donc, la seule manière de vivre d'une autre source de revenus en si peu de temps, en 1, 2, 3, 4 ans, c'est avec soit de lancer un business, soit ou de l'immobilier. Ok. De l'immobilier, mais exploité en mode business, pas long terme, studio près de la fac. Et évidemment, ça va être de l'immobilier court durée ou coloc ou un truc hyper optimisé qui a été hyper bien acheté et qui est exploité en longue durée. Mais oui, c'est le seul moyen, c'est-à-dire d'avoir soit un effet de levier avec la dette pour faire de l'immobilier, soit de monter un business et donc de générer du revenu. Parce que avec la bourse, je dis toujours de combiner les deux, c'est que de ne pas quitter le CDI avant d'avoir fait au moins sa capacité d'endettement max en IMO et après de lever le pied et de lancer éventuellement son business une fois que la partie investissement IMO est, on va dire, faite à 90%, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, totalement. Okay. Ouais. Bon bah trop cool. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais aussi que tu sors un livre, qui est déjà sorti, qui s'appelle Par ici la sortie. Exactement. Je sais pas si tu veux nous en parler quelques minutes, juste pour nous donner envie de le lire éventuellement, ouais, bien si sûr, jamais on a envie d'aller plus loin dans notre réflexion. Donc c'est un livre dans lequel je parle d'intelligence financière et j'ai pris le défi de à la fois raconter mon parcours, à la fois tirer les leçons de tout cela et expliquer pas à pas, il y a 5 étapes à suivre pour que tout le monde puisse créer une forme de liberté financière pour lui. Donc j'y détaille notamment les 3 piliers qu'on a cités, hein, l'immobilier, la bourse et le business en ligne. Et puis je donne, tu vois, beaucoup de repères, beaucoup d'anecdotes. J'ai quelques intervenants aussi extérieurs qui contribuent au livre. Et voilà, c'est mon ouvrage de référence sur le sujet. J'ai mis quelques années à préparer. Et voilà, il a super bien démarré, donc je suis content. Les gens l'ont beaucoup acheté, beaucoup commandé. Et c'est par où qu'il faut le commander du coup? C'est sur Amazon ou plutôt ailleurs? Alors, pour que ça compte dans les ventes, il ne faut pas le commander sur Amazon. C'est un peu c'est encore à l'ancienne, hein, le système des. Donc à la Fnac ou dans les librairies. Mais bon, si vous le voulez, vous pouvez bien sûr l'acheter sur Amazon ou en Kindle. Hein, mais ouais, ça compte pas dans les ventes. C'est un peu bizarre. Ok, ça Mais marche. voilà, n'importe où. Et en plus, si vous l'achetez, en ce moment, j'ai une offre où je propose des contenus offerts pour les gens qui envoient leur preuve d'achat par email. Voilà. Donc, très bien. Si tu peux me donner le lien peut-être, comme ça je le mettrai dans la description de l'épisode. Je pense qu'on a fait un beau petit tour déjà, en tout cas de tout ce qu'on pouvait échanger. En tout cas, je te remercie énormément, Michael, d'être venu sur le podcast. C'était un honneur pour moi d'avoir ton analyse d'investisseur expérimenté. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose encore ou... Non, écoute, merci beaucoup pour la discussion. C'était très, très intéressant de partir du début, de partir en macro et puis de redescendre. Enfin, voilà, c'est des sujets passionnants, l'économie, parce que derrière, c'est de la psychologie humaine. Et donc, je trouve ça toujours très intéressant de l'étudier, de voir comment les choses évoluent. Merci beaucoup. Et puis, à très vite pour un prochain épisode. Merci.